Le soleil décline, projetant de longues ombres dorées sur la route poussiéreuse. Hawa, les yeux fatigués après un long voyage, avance d'un pas déterminé. Qu'est-ce que cette odeur? Maman. Est-ce toi? Pourquoi es-tu dans cet état? Là, te voilà. Mais, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Ta mère n'a pas été bien depuis longtemps. Nous avons fait de notre mieux pour gérer la situation. Gérer? Elle est assise dans la poussière, mangeant des déchets, et vous appelez ça gérer? Hawa s'effondre à genoux près de sa valise, se couvrant le visage des deux mains. Mon peuple, voici ce qui arrive quand ceux qui devraient protéger une mère décident qu'il est plus facile de la gérer que de l'aimer. Dans l'avion, les lumières sont tamisées. Hawa est assise près du hall, les yeux brillants d'une excitation nerveuse. Elle ne peut pas dormir. Elle feuillette les photos de sa mère, Fanta, sur son téléphone, un sourire plus jeune derrière sa machine à coudre, son pagne du dimanche impeccable, ses cheveux soigneusement coiffés. Elle ferme les yeux, appuyant sa tête contre la vitre, murmurant comme une prière. 11 ans, maman. 11 longues années. Je reviens. Cette fois, je reviens vraiment. Tu ne croiras pas tout ce que j'ai économisé. Je réparerai le toit. Je t'achèterai de nouveaux pagnes. Nous mangerons du soupou kanja tous les dimanches. Tu riras à nouveau, je te le promets. 11 ans plus tôt, c'était un mardi d'août quand Hawa a obtenu son visa. Elle avait 23 ans, mince et sérieuse, et avait prié pour ce visa pendant 2 ans. Quand l'agent lui a glissé son passeport sous la vitre en disant « Suivant », elle est sortie de l'ambassade d'Abuja, debout dans la rue brûlante, comme si l'air lui-même avait changé. Elle a appelé sa mère depuis une cabine téléphonique, car son crédit était épuisé. « Maman, c'est fait. » Un silence. Puis le son d'une femme qui portait trop d'espoir depuis trop longtemps. Fanta Traoré a pleuré au téléphone pendant 3 longues minutes sans dire un mot. Quand elle a enfin parlé, sa voix était épaisse de larmes. « Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. » Avant d'aller plus loin, il faut comprendre à quoi ressemblait la concession des Traoré sur la rue Bamako quand Hawa est partie. Ce n'était pas une maison riche, mais elle avait sa dignité, une maison principale avec 3 pièces, une petite cuisine à l'arrière, un manguier au centre qui offrait une ombre généreuse l'après-midi. Et sous une bâche en plastique, se trouvait la table de couture de Fanta, l'endroit où les femmes des rues voisines apportaient leurs pagnes et leurs dentelles pour être taillées par ses mains expertes. Fanta n'était pas célèbre dans tout le Mali, mais à Bamako, on la connaissait. Et à Bamako, être connu pour quelque chose de bien, c'est une richesse en soi. Quand Hawa est parti pour l'Amérique, son père, Bakary Traoré, était déjà absent depuis 3 ans. Il n'était pas parti dans le bruit ou les disputes. Il avait simplement commencé à dormir ailleurs. D'abord, c'était pour des affaires à Sikasso. Puis ces affaires étaient devenues permanentes. Puis il y avait eu une femme plus jeune, Kadidia, de Koutiala, 15 ans de moins que Fanta, qui avait doucement pris son cœur et ses nuits. Fanta n'en a jamais parlé. Pas une fois. Elle a plié cette douleur en elle-même, comme un tissu précieux, et a continué à travailler. Elle balayait la concession avant l'aube. Elle coupait le tissu. Elle recevait les clientes. Elle choisissait la dignité, chaque jour. Mais voici ce que Hawa ne savait pas en montant dans cet avion à l'aéroport Modibo Keïta, oncle Amadou, le frère cadet de son père, celui qui occupait toujours le meilleur fauteuil à Noël et mangeait la plus grosse part de viande, avait déjà commencé à avoir des conversations discrètes avec Bakary au sujet de la concession Bamako. Il parlait de Fanta, mariée seulement selon la coutume, qui n'avait aucun droit légal solide, et de la façon dont, une fois Hawa partie, les choses pourraient être arrangées tranquillement. Hawa ne savait rien de tout cela. La vie d'Hawa à Los Angeles n'était pas celle que les gens imaginent quand ils entendent le mot Amérique. Elle partageait un appartement de 2 chambres à Inglewood avec 2 autres femmes nigérianes, Bintou, originaire de Benin City, et Yemi, une Yoruba qui travaillait de nuit dans une usine d'emballage. Les 3 femmes se croisaient avec prudence, comme des femmes qui respectent un espace partagé. Elles communiquaient surtout par des mots griffonnés sur le comptoir de la cuisine, « Éteins le feu. Je rentre à 18h. Ne touche pas à l'eau de l'igname. » Hawa travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite à Osorne. Elle retournait les patients qui ne pouvaient pas se retourner seuls.
Elle nourrissait ceux qui avaient oublié comment tenir une cuillère. Elle changeait les draps, notait les constantes, arpentait les longs couloirs dans des chaussures à semelles de caoutchouc qui crissaient sur le linoléum. Elle faisait tout cela sans se plaindre. Elle était la femme que les autres membres du personnel appelaient quand un patient, effrayé, refusait de se calmer. Elle était douée pour rester. Chaque mois, elle envoyait 150 000 francs CFA à la maison. Parfois 200 000 francs CFA. Elle les envoyait par l'intermédiaire d'un homme de la communauté, Chèque, qui gérait un service de transfert depuis son salon. Dollars entrants, francs CFA sortants, moins cher que Western Union. Tout le monde faisait confiance à Chèque. L'argent allait à oncle Amadou. Et oncle Amadou, chaque dimanche sans faute, lui disait que sa mère allait bien. Elle se repose aujourd'hui, Awa. La chaleur a été terrible cette semaine. Elle est allée à la messe du soir. Tu sais comme ta mère aime sa messe du soir. Elle te fait dire bonjour. Elle est si fière de toi. La concession va bien. Je m'occupe de tout. Toi, concentre-toi sur ton travail là-bas et laisse-moi gérer les choses ici. Sa voix était toujours calme. Toujours le calme d'un homme qui a répété. Awa le croyait parce qu'elle en avait besoin. Mais il y avait des signes. Des petits signes, faciles à expliquer. La 3e année, Awa a envoyé de l'argent supplémentaire pour les médicaments contre l'hypertension de sa mère. Amadou a dit « merci ». Les médicaments ont été achetés. Mais 3 semaines plus tard, quand Awa a demandé directement à sa mère comment agissaient les médicaments, Fanta ne savait pas de quels médicaments elle parlait. Awa s'est dit que sa mère avait oublié. Elle vieillissait. Les vieux oublient. La 6e année, Awa a demandé un appel vidéo. Amadou a répondu que le réseau était trop mauvais pour ça. Il avait même été se plaindre au bureau du fournisseur, a-t-il dit. Il ferait appeler sa mère quand le signal s'améliorerait. Le signal ne s'est jamais amélioré. Awa a acheté un forfait data pour le numéro d'Amadou via un service de recharge. Ça a marché. Il l'a appelé immédiatement pour la remercier, chaleureux et généreux dans sa gratitude. Mais Fanta était toujours hors cadre, toujours juste partie se laver, ou juste revenue de quelque part, ou juste en train de dormir. Tu sais comment elle dort l'après-midi maintenant? Alors Awa s'est dit que c'était le réseau. Elle a rangé ça dans un coin de sa tête. Puis il y a eu Kadidia. 5 ans après le départ d'Awa, Kadidia a emménagé dans la concession Bamako. Elle est arrivée avec 2 valises et une histoire. Bakary lui avait demandé de surveiller les choses pendant qu'il gérait ses affaires à Sikasso. Elle racontait cette histoire avec aisance à quiconque le lui demandait. Elle avait repeint le salon d'entrée d'une couleur qu'elle appelait or champagne, sans jamais demander l'avis de Fanta. Awa l'a appris par son amie d'enfance, Aïssata. Elle a appelé Amadou immédiatement. Qu'est-ce que Kadidia fait dans la maison de ma mère? Amadou a soupiré, avec le soupir patient d'un homme qui gère des inquiétudes déraisonnables. Awa, ton père lui a demandé de l'aide. Ta mère n'est plus tout à fait elle-même. Elle a besoin de quelqu'un. Tu n'es pas là. Que veux-tu qu'on fasse? C'était si raisonnable. Si doux. Ça fermait toutes les portes qu'Awa essayait d'ouvrir. Elle avait peur, mais elle était à 9000 km, sans l'argent pour un billet. Elle venait d'envoyer un supplément pour une fuite de toit qu'Amadou avait décrite en détail. Elle s'est dit qu'elle viendrait à Noël. Elle verrait par elle-même à Noël. Cette Noël sont passées ainsi. Et quelque part dans ces 7 années, Fanta a arrêté de rappeler. En janvier de la 11e année, Awa a appelé 17 fois en une journée. Personne n'a répondu. Ni Amadou. Ni aucun des numéros qu'elle avait pour la concession. Elle a appelé Aïssata. Aïssata, personne ne répond. Est-ce que ma mère va bien? Un silence sur la ligne. Juste un petit. Mais Awa écoutait les silences depuis 11 ans, et elle a entendu tout ce qu'ils contenaient. Awa, a dit Aïssata avec prudence, je pense que tu dois rentrer. Elle n'a pas dit plus au téléphone. Viens voir par toi-même, a-t-elle dit. Je ne peux pas t'expliquer ça au téléphone. Viens. 2 jours plus tard, un message est arrivé sur le WhatsApp d'Awa, d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Pas de salutation,
pas d'explication. Juste une photo. Elle était floue. Prise à travers un interstice dans une clôture, à un angle bas, comme on prend une photo quand on a peur d'être vu. Le genre de photo qu'on ne prend que quand on a décidé qu'on ne pouvait plus se taire. Mais elle était assez claire. Une femme, dans la cour de la concession, assise dans la poussière. Les cheveux gris éparpillés autour de sa tête. Le pagne sale. Les pieds nus sur la terre rouge. Mangeant dans une boîte avec les doigts, comme le fait quelqu'un qui croit que personne ne regarde et que personne ne se soucie d'elle. Hawa a reconnu ses pieds. Elle connaissait la façon dont les orteils se tournaient. Elle connaissait la petite cicatrice sur la cheville gauche, de quand Fanta avait glissé au robinet public quand Hawa avait 7 ans. Elle a posé le téléphone. L'a repris. L'a reposé. Elle a rappelé le numéro. Une voix de femme a répondu, basse et prudente. La voix de quelqu'un qui parle près d'une porte fermée. Qui est à l'appareil, a demandé Hawa. Je m'appelle Bénédicta, a dit la femme. Je suis la voisine de ta mère, celle de gauche de la concession. J'ai observé cette situation depuis longtemps, et je ne peux plus me taire. Ma conscience ne me laisse pas dormir. Qu'est-ce qui lui arrive? Ta mère n'est plus elle-même depuis plus de 2 ans. Son esprit va et vient. Certains jours, elle ne sait ni le jour ni le mois. Certains jours, elle ne se reconnaît même plus. Une pause. Cette femme qu'ils ont mise dans la maison de ta mère, cette Khadija, elle ne la nourrit pas correctement. Elle ne l'emmène dans aucun hôpital. Elle la laisse juste. Parfois dehors. Sous la pluie ou le soleil. Quand il pleut, c'est moi qui vais la chercher pour la mettre à l'abri. Moi. Une voisine. Pas de la famille. Moi. Le cœur d'Hawa battait très vite. Comme quelque chose qui essaie de s'échapper de derrière ses côtes. L'argent, a-t-elle entendu sa bouche dire sans l'avoir prévu. J'envoie de l'argent chaque mois. 150 000 francs CFA chaque mois pendant 11 ans. Où va cet argent? Bénédicta est restée silencieuse un moment. Un silence prudent. Hawa, a-t-elle dit très doucement, comme on parle à quelqu'un qui se tient au bord de quelque chose. Rentre simplement. Elle a acheté le billet ce soir-là. Hawa est arrivée à l'aéroport Akanu Ibiam Denubuto le matin. Aïssata l'attendait juste après la barrière des arrivées, les bras déjà ouverts, comme le fait une bonne amie quand elle sait que les mots ne sont pas la première chose dont on a besoin. Hawa est allée droit dans ses bras. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée très immobile un long moment, le menton sur l'épaule d'Aïssata, les yeux fixés sur le sol du terminal. À quel point c'est grave, a-t-elle demandé. Aïssata l'a serré plus fort. Prépare ton cœur, a-t-elle dit. Le trajet d'Enugu à Bamako a duré 1 heure. Hawa est restée assise sur le siège passager de la voiture du mari d'Aïssata, sans parler. Elle a regardé le paysage changer, l'autoroute devenant route de ville, la route de ville devenant les rues familières de son enfance. Une église reconstruite. Un marché plus étendu qu'elle ne s'en souvenait. Une école qu'elle avait passée chaque matin pendant 18 ans. Puis Aïssata a tourné dans la rue Bamako. Le manguier était toujours là. Tout le reste avait changé. La porte était rouillée. Les murs de la concession étaient tachés et fissurés. Là où se trouvait autrefois la bâche de Fanta, où était sa table de couture, où les femmes apportaient leurs dentelles et leurs pagnes, il n'y avait plus que des mauvaises herbes. Des hôtes. Et des morceaux d'un seau cassé, un sac plastique déchiré, et l'air général d'un endroit qu'on avait lentement abandonné au fil des années. Hawa est sortie de la voiture. Elle a posé la main sur la porte et l'a poussée. Le métal a grincé, comme il l'avait fait le jour où elle était partie, car c'était toujours le même métal, toujours la même négligence. Et c'est alors que l'odeur l'a frappée pleinement. Pas seulement âcre, mais épaisse, ancienne, superposée. De la nourriture pourrie en dessous, et quelque chose d'humain en dessous de ça. L'odeur d'une personne qui n'a pas été correctement soignée depuis très longtemps. Elle est entrée dans la concession. Elle a vu sa mère. Elle s'est couvert la bouche des 2 mains. Et de la porte de la maison principale, Khadija est apparue.
Khadija a descendu les 2 marches lentement, vêtue d'un pagne et d'un haut sans manches, les cheveux attachés en arrière, les bras croisés sur sa poitrine en marchant. Elle a regardé Hawa comme on regarde quelqu'un dont le nom est dans sa tête depuis longtemps. « Oh » a-t-elle dit, « te voilà. » Pas de bienvenue. Pas de « ta mère n'a pas été bien. » Juste ces 3 mots, plat et préparé. « Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère ?» a demandé Hawa, la voix calme. La plus calme qu'elle serait ce jour-là. « Ta mère n'est plus elle-même depuis longtemps » a répondu Khadija. « Nous avons fait de notre mieux. Ce n'était pas facile. » Elle est assise dans la poussière à côté d'une poubelle, mangeant dans une boîte. Elle est sortie toute seule ce matin. Elle fait ça parfois. Nous ne pouvons pas l'attacher. Pourquoi n'est-elle pas à l'hôpital? Mon oncle a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour l'hôpital. Hawa a senti quelque chose se glacer en elle. Calme et froid, comme une porte qui se ferme dans une pièce vide. Il n'y a pas d'argent, a-t-elle dit. J'ai envoyé 150 000 francs CFA chaque mois pendant 11 ans. Où est passé cet argent? Le visage de Khadija n'a pas bougé. C'était un visage qui avait appris à rester immobile. Tu devrais parler à Amadou pour l'argent, a-t-elle dit. Je ne gère pas les questions d'argent. Je suis juste là pour aider. Tu as peint le salon de ma mère en or champagne, et tu es juste là pour aider? Quelque chose a bougé dans les yeux de Khadija. Rapide. Mais son visage est resté de marbre. Oncle Amadou est arrivé. Il est entré par la porte en respirant fort, car les nouvelles circulaient plus vite que les voitures dans la rue Bamako, et quelqu'un l'avait déjà prévenu. C'était un homme imposant, Amadou. Le genre d'homme qui remplit un espace et le sait. Il a écarté les bras en voyant Hawa, son visage s'arrangeant en quelque chose de chaleureux et de familier. « Hawa, ma fille. Quand es-tu arrivée? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? Nous aurions. » Où est l'argent, oncle Amadou? Il s'est arrêté. La chaleur a quitté son visage. Ce qui restait en dessous n'était pas de la culpabilité. C'était du calcul. L'argent. Viens, asseyez-vous, parlons en famille. Tu es fatigué après 11 ans, Hawa. 11 ans à 150 000 francs CFA par mois. Ma mère mange dans une poubelle. Qu'est-il arrivé à l'argent? Il y a eu beaucoup de dépenses, Hawa. La concession avait besoin. Tu m'as parlé du toit en 6e année. Je l'ai payé séparément. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Sa bouche s'est ouverte. Puis fermée. Il a regardé Khadija. Khadija a détourné les yeux. Hawa s'est éloignée d'eux. Elle a traversé la concession jusqu'à l'endroit où sa mère était toujours assise dans la poussière, mangeant toujours dans la boîte, comme si le bruit de tout ce qui se passait autour d'elle ne l'atteignait pas du tout. Hawa s'est accroupie, là, dans la terre rouge, dans son blazer bleu marine. Elle a posé la main sur le bras de sa mère. « Maman » a-t-elle dit. Fanta a levé les yeux. Ses yeux étaient troubles. Pas vides, mais troubles. Comme une vitre qu'on n'a pas nettoyée depuis longtemps. Elle a regardé le visage d'Hawa avec le regard lent et cherchant de quelqu'un qui essaie de retrouver quelque chose qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. « Hawa » a-t-elle dit. Sa voix était sèche et craquelée, comme une chose qu'on n'a pas utilisée correctement. « Oui, maman. C'est moi. » Fanta a levé une main et a touché le visage d'Hawa. Ses doigts étaient froids et légers, comme si elle avait peur que ce qu'elle touchait ne se dissolve. « Je savais que tu viendrais » a-t-elle murmuré. « Je leur ai dit. Ils ont dit que je rêvais. » Hawa a pris la main froide de sa mère et l'a pressée contre sa propre joue chaude, « Lis maintenant. » Elle n'a pas pleuré. Mais son cœur battait comme quelque chose qu'on avait enfermé pendant 11 ans et qui venait enfin d'entendre le son d'une clé. Aïssata a aidé Hawa à porter Fanta à l'intérieur. Pas dans la maison principale. Hawa ne ramènerait pas sa mère dans une pièce que Khadija avait décorée et revendiquée comme sienne. Il y avait une petite pièce près du bâtiment de la cuisine, à l'arrière de la concession. La chambre d'enfance d'Hawa. Poussiéreuse. Le matelas fin. Mais intact. Khadija ne s'était pas donné la peine de toucher à la pièce du fond. Il n'y avait rien là-dedans qu'elle voulait.
Awa a nettoyé elle-même la pièce pendant qu'Aïssata faisait bouillir de l'eau sur le petit réchaud à gaz qu'elle avait trouvé sous le comptoir de la cuisine. Le réchaud sentait toujours comme il l'avait toujours fait, du vieux gaz et le fantôme de chaque ragoût à l'huile de palme que Fanta avait jamais préparé. Elles ont lavé Fanta. Elles l'ont habillée d'un nouveau pagne. Awa en avait mis 2 dans sa valise à Inglewood, sans vraiment savoir pourquoi. Maintenant, elle comprenait. Elles l'ont assise sur le matelas fin, et Aïssata a ouvert le récipient de sauce gombo qu'elle avait apporté de sa propre cuisine ce matin-là. Fanta a mangé lentement. Mais elle a mangé. Et en mangeant, quelque chose a commencé à se produire sur son visage. Pas un retour complet. Pas un éclaircissement soudain. Mais une lente levée. Comme la première lumière avant l'aube. Quelque chose revenait à la fenêtre dont elle s'était éloignée. Ce soir-là, quand Aïssata est sortie pour passer des appels, Awa s'est assise par terre à côté du matelas. La petite lampe à pétrole était entre elles. Juste elles deux. Et Fanta a commencé à parler. Pas en ligne droite. Ces mots venaient comme l'eau trouve son chemin à travers une terre craquelée. Par à-coups. En flaques. Suivant la forme de ce qui était en dessous. Mais Awa a écouté. Elle a écouté chaque mot. Amadou a commencé à venir plus souvent après ton départ, a dit Fanta. Il disait que Bakary l'avait envoyé pour gérer les choses. Est-ce qu'il t'a dit que j'envoyais de l'argent? Il disait que tu envoyais quelque chose de petit. Il disait que les choses étaient dures pour toi en Amérique. Il disait que tu faisais de ton mieux, mais que ce n'était pas beaucoup. Elle a regardé la flamme de la lampe. Il disait de ne pas trop en attendre. Que la vie à l'étranger est très chère. Awa a fermé les yeux. 150 000 francs CFA par mois. 200 000 francs CFA quand elle avait un peu plus. 11 ans. Et ils avaient dit à sa mère que l'argent était peu. Ils lui avaient dit qu'Awa avait du mal. Et Khadija, a demandé Awa. Le visage de Fanta a changé. Quelque chose en elle s'est tendu et s'est aplati. Elle est arrivée un jour avec ses valises. Amadou a dit que Bakary l'avait envoyé pour aider. J'ai dit, c'est ma maison. Amadou a dit que selon la coutume, cette concession appartient à la famille Traoré. Pas à moi seul. Il a dit que ton père en était le propriétaire. Et ce que ton père décide, c'est ce qui compte. Une pause. Je n'ai pas lutté. Que pouvais-je faire? Qui aurais-je appelé? Tu aurais pu m'appeler, maman. Fanta l'a regardé directement. Et pendant un moment, la brume s'est complètement dissipée. Et ce qu'il y avait en dessous était très clair. Les yeux d'une femme qui savait exactement ce qu'elle savait. Chaque fois que je demandais à Amadou de te laisser m'appeler, a-t-elle dit, il disait que tu étais au travail. Ou que tu dormais. Il disait que le décalage horaire rendait les choses difficiles. Il disait qu'il t'avait déjà transmis mon message. Awa n'a rien dit. Après un moment, Fanta a dit. J'ai arrêté de demander. Je me suis dit, elle a sa propre vie maintenant. Je ne dois pas être un fardeau pour elle. Elle travaille dur. Je ne dois pas la tirer vers le bas. Et tu ne pourrais jamais me tirer vers le bas. Je le sais maintenant. Sa voix était très douce. Mais quand on est seul pendant très longtemps, les mensonges que les gens te racontent commencent à ressembler à la vérité. C'est ça, le plus dangereux quand on est seul. On perd l'autre voix. Celle qui corrige. Elle a posé sa main sur le genou d'Awa, légère comme une feuille. Mais j'ai toujours su que tu viendrais. Même les jours très sombres. Même quand je ne savais plus quel mois c'était. Je voyais ton visage. Pas un rêve. Pas une vision. Juste ton visage. Et je me disais, elle vient. Elle ne m'a pas oublié. Awa a posé sa tête sur le genou de sa mère. Comme quand elle avait 7 ans. Comme si rien ne s'était passé entre-temps. Fanta a posé sa main rugueuse sur la tête de sa fille et l'y a maintenue. La lampe brûlait entre elles. Dehors, Bamako s'installait dans sa soirée, les groupes électrogènes toussant pour démarrer, une radio jouant quelque chose de gospel, les chiens des rues voisines se répondant. La concession était calme, et la pièce était chaude de l'odeur de la sauce gombo,
du vieux gaz, et de la présence spécifique de deux personnes qui s'étaient retrouvées après avoir été séparées par un long brouillard délibéré. Le brouillard ne s'était pas complètement levé. Mais la fenêtre était à nouveau ouverte. Hawa s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle n'avait pas vraiment dormi. Elle était restée allongée sur un fin tapis à côté du matelas de sa mère, se réveillant chaque heure pour approcher sa main de la bouche de Fanta et sentir son souffle. Pour regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser. Pour s'assurer qu'elle n'était pas rentrée chez elle pour la perdre dans la nuit. Elle était toujours là. Toujours en vie. Toujours là. Hawa s'est levée silencieusement. Elle s'est lavé le visage au robinet de derrière. Elle s'est habillée. Puis elle est passée par la maison principale. Mais la porte de Khadija était encore fermée. Derrière, le son d'un sommeil profond. Hawa n'a pas frappé. Elle est allée dans le salon, vers l'ancien meuble en bois où son père gardait toujours les documents. Khadija avait rempli les étagères du haut de ses affaires, des crèmes, des bulletins paroissiaux, une pochette de bijoux qui a teinté doucement quand Hawa l'a écartée. Mais tout au fond, derrière tout, il y avait une enveloppe brune. Elle l'a apportée à la fenêtre, où la lumière du petit matin commençait à peine à poindre. À l'intérieur, les titres de propriété originaux. Les documents communautaires de la concession Bamako. Et c'est ce qu'il a figé sur place. Une lettre de l'écriture de son père. Écrite il y a 3 ans. Adressée à oncle Amadou. Elle l'a lue debout, dans le salon hors champagne, à la lumière grise du matin. Ce n'était pas une longue lettre. Bakary Traoré n'avait jamais été un homme qui utilisait des mots superflus. Mais ceux qu'il avait utilisés étaient clairs. Il avait donné à Amadou une autorité formelle sur la concession. Il avait inscrit Khadija comme gardienne résidente. Et il avait écrit, de sa propre main, à l'encre bleue, sur du papier ligné, que les contributions mensuelles de sa fille Hawa devaient être gérées par Amadou pour l'entretien de la concession et de la famille. Gérées par Amadou. Hawa a soigneusement plié la lettre. Elle l'a mise dans la poche de son blazer. Elle a appelé Aïssata. Viens. Et amène cette avocate dont tu m'as parlé. La femme. Maître Fatoumata Diarra est arrivée à 10 heures. C'était une femme petite et précise, avec des lunettes de lecture accrochées à une chaîne et un dossier en cuir qu'elle a posé sur la table extérieure avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui savait déjà que cette table allait contenir des choses importantes. Hawa a tout étalé. L'historique complet des transferts de chèques. Elle lui avait envoyé un WhatsApp à 3 heures du matin, et il avait envoyé le relevé complet avant l'aube. Chaque transaction. Chaque date. Chaque montant. 150 000 francs CFA par mois. Parfois 200 000 francs CFA. 11 ans. Calculé au taux de change de chaque période de transfert. C'était un chiffre qui a fait s'arrêter Fatoumata Diarra. Elle a enlevé ses lunettes, les a nettoyées, les a remises. La lettre donne à Amadou l'autorité de gérer, a dit Fatoumata après avoir tout lu. Elle ne lui donne pas l'autorité de garder. Ce sont deux choses très différentes en droit. Elle a tapoté les relevés de transfert. Voici 11 ans d'argent documenté, envoyé explicitement pour le bien-être d'une personne spécifique. Nous devons maintenant établir à quoi il a été dépensé. As-tu quelque chose par écrit de la part d'Amadou sur l'utilisation de cet argent ? 4 ans de messages WhatsApp. Il m'a parlé du toit, des médicaments, de la nourriture. J'ai tout. Des captures d'écran de tout. Chaque message. Elle a levé les yeux. Et je veux que tu parles à ma mère, si elle en est capable. Fatoumata a passé 40 minutes avec Fanta cet après-midi-là. Hawa attendait dehors dans la concession, arpentant lentement la longueur de la cour sous le manguier. À un moment, elle a entendu la voix de sa mère à travers la fenêtre. Pas la voix fine et craquelée de la veille, mais quelque chose avec plus de substance en dessous. Quelque chose qui se souvenait d'avoir été fort. Quand Fatoumata est sortie, son visage était composé, mais quelque chose dans ses yeux était différent. Elle est plus cohérente que ne le suggère son état, a dit Fatoumata à voix basse. Elle se souvient de beaucoup de choses. Les conditions dans lesquelles elle a vécu, le fait qu'on lui retirait de la nourriture et des médicaments, l'argent. Là, elle s'est arrêtée.
Je pratique le droit dans cette ville depuis 20 ans. Ce qu'on a fait à cette femme a un nom. Plusieurs noms, et j'ai l'intention de les utiliser tous. Cet après-midi-là, Aïssata a conduit Hawa à Sikasso. 1 heure sur la voie express. Hawa est restée assise sur le siège passager sans dire un mot. Elle a regardé la route, les camions, les femmes du marché au bord de la chaussée, et elle s'est sentie très, très calme. Le calme particulier d'une femme qui a pris une décision qu'elle remettait à plus tard depuis trop longtemps. Bakary Traoré vivait dans une rue tranquille de Feg. Une maison décente, des rideaux aux fenêtres, une voiture plus récente dans la cour que tout ce qu'on n'avait jamais vu dans la rue Bamako. Il a ouvert la porte lui-même. Quand il a vu sa fille debout là, son visage a essayé plusieurs expressions à la fois, la surprise, et quelque chose derrière la surprise qui ressemblait davantage à de la culpabilité, et derrière ça, le début d'un sourire qui n'a pas pu se terminer. « Hawa » a-t-il dit. « Quand es-tu ? Où est l'argent de ta mère ? » ?»« Papa. » Il a reculé. « Entre. Ne restons pas ici à là. »« Où est l'argent de ma mère ? » Il s'est figé. Il était vieux maintenant, 67 ans, plus lourd, les cheveux entièrement gris. Ce n'était plus l'homme qui s'asseyait autrefois à la tête de la table dans la rue Bamako et recevait la plus grosse part de viande sans qu'on la lui propose. Debout dans son propre couloir face à sa fille, il semblait plus petit que l'image qu'elle portait de lui dans sa mémoire. « C'est compliqué, » a-t-il dit. « Ce n'est pas compliqué, » a répondu Hawa, la voix plate, égale et très froide. « Tu as dit à Amadou de gérer mon argent. » Amadou ne l'a pas géré. Il l'a gardé. Et pendant qu'il le gardait, maman était assise dans la poussière, mangeant dans une poubelle. 11 ans, papa. Chaque mois. Explique-moi la partie compliquée. Il a ouvert la bouche. L'a refermée. Il a regardé le sol de son propre couloir décent. Je ne savais pas que ça en était arrivé là, a-t-il dit très doucement. Amadou m'a dit qu'on s'occupait d'elle. Et tu l'as cru. C'est mon frère. Et c'était ta femme. Le mot est tombé entre eux comme quelque chose lâché d'une grande hauteur. Elle a été ta femme pendant 27 ans. Elle a élevé ton unique enfant seul quand tu es parti. Et tu as confié ses soins à ton frère et cru à ses appels plutôt qu'aux preuves de l'argent de ta propre fille. Bakary n'a rien dit. Il faut que tu m'écoutes, a dit Hawa. Fatoumata Diarra dépose des plaintes cette semaine. Elle te contactera. Tu coopéreras à tout ce qu'elle demandera, pour la terre, les comptes, tout, parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que chaque personne qui connaît le nom Traoré, chaque personne dans la famille élargie, dans ton église, à Sikasso et à Bamako, sache exactement ce qu'on a fait à Fanta Traoré au nom de la gestion familiale. Elle s'est retournée et est partie vers la voiture. Elle n'a pas regardé en arrière. 3 jours après qu'Hawa ait franchi la porte de la concession Bamako, elle a emmené sa mère à l'hôpital Saint-Charles-Borromée de Sikasso. Le docteur Moussa Keïta était plus jeune qu'elle ne l'imaginait. La trentaine, des lunettes, la manière efficace et légèrement fatiguée d'un homme qui voit trop de cas qui n'auraient jamais dû arriver jusqu'à lui. Il a examiné Fanta minutieusement. Il a posé des questions attentives. Il a été patient d'une façon qui ne semblait pas forcée. Ensuite, il s'est assis avec Hawa dans son petit bureau. « Ta mère n'est pas folle, a-t-il dit. Il l'a dit simplement. De la manière dont on dit une chose qu'on a dû dire trop de fois. Ce que les gens appellent folie est une combinaison de choses, une dépression sévère, de longue date, totalement non traitée, un déclin cognitif dû au chagrin, la malnutrition, qui a son propre effet sur le cerveau avec le temps. » Il a marqué une pause. Et elle n'a pas pris ses médicaments contre l'hypertension de manière régulière depuis au moins 3 ans. Cela seul cause des dommages neurologiques importants. Hawa a laissé cela s'installer un moment. Est-ce réversible ? Pas complètement, mais significativement, avec des soins appropriés. Médicaments, bonne nourriture, et ceci, il s'est penché légèrement en avant, n'est pas négociable, une présence humaine. Constante, chaleureuse, rassurante. Le cerveau n'est pas une machine. Il a besoin des gens. Le sien a été privé de gens et de sécurité pendant des années. C'est ce qui a causé les dégâts les plus profonds.
Il l'a regardé directement. Le fait qu'elle t'ait reconnu immédiatement à ton arrivée, le fait qu'elle soit déjà plus claire qu'au moment où tu l'as amenée ce matin, ce sont de très bons signes. Elle aura une présence, a dit Hawa. Elle ne sera plus jamais seule. Pendant que le travail médical commençait, la bataille pour la concession avançait rapidement. Fatoumata Diarra ne croyait pas à perdre du temps inutilement. En une semaine, elle avait déposé une plainte officielle à la police de Bamako. Elle avait envoyé des lettres légales à Bakary Traoré et à Oncle Amadou. Et elle avait notifié officiellement le conseil de la famille élargie Traoré, citant l'utilisation abusive des fonds confiés, les conditions de soins de Fanta, et la question des droits de résidence. La réunion de la famille élargie a eu lieu un samedi matin. 12 hommes, les aînés de la famille, assis dans la maison principale de la rue Bamako. Kadidia avait été priée de quitter la concession la veille. Elle avait fait ses valises sans parler à personne. Elle avait porté ses sacs à la porte en 2 voyages. Elle était passée devant Fanta, assise sur sa chaise devant la cuisine avec une assiette de bouillie de mil sur les genoux, et ne l'avait pas regardée une seule fois. Hawa s'est tenue à la porte et a regardé le taxi jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Elle n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. La réunion de la famille élargie a été bruyante. Certains des aînés ont essayé ce que les aînés essaient quand une femme conteste ce qui a été arrangé, des appels à la coutume, des arguments sur le droit d'un homme sur sa propre propriété, des suggestions selon lesquelles cette affaire devrait rester dans la famille plutôt que devant les tribunaux. Un aîné a parlé pendant 15 minutes de ce que cela signifiait d'amener des avocats dans une affaire familiale. Fatoumata Diarra est restée assise au bout de la table avec son dossier en cuir et ses lunettes de lecture, et les a laissés finir. Chaque mot. Puis elle a parlé pendant 20 minutes. Elle a cité l'arrêt de la Cour suprême de 2014 sur l'héritage féminin. Elle a cité la loi nationale sur la santé mentale. Elle a posé les relevés de transfert sur la table, et elle a posé la photo de Bénédicta, celle floue, prise à travers l'interstice de la clôture, là où chaque homme dans cette pièce pouvait la voir. La pièce s'est tue. Chef Ibrahim Koné, assis à l'autre bout de la table, était très vieux, les cheveux blancs, avec cette immobilité qui appartient à un homme qui a appris que savoir attendre avant de parler est une forme de pouvoir en soi. Il n'avait pas dit un mot pendant tout le bruit. Quand la pièce s'est enfin tue, il a parlé. Pas à Fatoumata Diarra, pas à Hawa, mais à Oncle Amadou, assis les yeux fixés sur la table. J'ai vu ton père t'amener dans cette famille, a dit Chef Ibrahim. J'ai vu cette famille te nourrir, t'habiller, se tenir derrière toi. Et tu as pris à une femme sans défense. Tu as pris à une fille qui te faisait confiance à 9000 km de distance. Tu as dit à cette fille que sa mère se reposait alors qu'elle était dans la poussière. Amadou n'a pas levé la tête. Je suis vieux, a dit Chef Ibrahim. Je ne serai plus là beaucoup d'années. Mais je veux quitter cette terre en sachant que quand cette famille a été appelée à rendre des comptes pour ce qu'elle a fait, elle a eu l'honnêteté de le faire. Il a regardé autour de la table lentement. Nous coopérerons pleinement avec cette avocate. Et Amadou répondra de ce qu'il a pris. Aucun vote n'a été nécessaire. Chef Ibrahim Koné avait parlé. Dehors, dans la concession, Bénédicta était venue s'asseoir avec Fanta pendant que la réunion se déroulait. Elle est venue se tenir près d'Hawa maintenant, sous la chaleur de midi, sous le manguier. Tu es une femme très forte, a dit Bénédicta. C'est ma mère qui est forte, a répondu Hawa. Ce qu'elle a porté seule pendant toutes ces années, ce qu'elle a gardé en elle sans se briser, je ne suis pas aussi forte qu'elle. Bénédicta est restée silencieuse un moment. Elle parlait de toi, a-t-elle dit, même dans les pires moments. Elle disait, ma fille est en Amérique. Elle travaille très dur. Elle viendra. Elle a touché le bras d'Hawa. Et elle n'a jamais cessé d'y croire. 6 semaines après qu'Hawa ait poussé la porte rouillée de la concession Bamako, sa mère a demandé ses ciseaux. C'était un mercredi matin. La concession était propre maintenant. Les mauvaises herbes avaient disparu. 2 jeunes hommes de la rue les avaient déblayées en un après-midi. Les murs avaient été replâtrés. Le manguier avait été taillé pour que la lumière passe différemment, tombant en larges plaques sur la terre rouge en dessous. La poubelle avait disparu. Une nouvelle, plus petite et propre, se tenait sur le côté de la cour.
Fanta avait elle-même choisi la nouvelle peinture pour le salon, un crème chaud et profond, la couleur du bon beurre de karité. Celle-là, avait-elle dit, et c'était décidé. Elle prenait ses médicaments. Elle mangeait correctement. Ifeoma, l'agente de santé communautaire, venait chaque mardi et jeudi et restait assez longtemps pour vérifier tout ce qui devait l'être et parler à Fanta comme on parle à une personne dont l'esprit mérite le respect. Le brouillard se levait. Pas en un seul mouvement, lentement, de manière inégale, comme la saison sèche se lève. Certains matins, Fanta était très claire, parlant de clientes d'il y a 30 ans, demandant des nouvelles de personnes par leur nom complet. Certains matins, les nuages revenaient. Une fois, elle avait appelé Awa par le nom de sa propre mère, puis s'était reprise et avait serré les lèvres, gênée. « Je sais qui tu es », avait-elle dit fermement, autant à elle-même qu'à Awa. « Je sais. » Mais les jours sombres, les jours où elle était assise sans rien entendre, sans sentir le sol sous ses pieds, ces jours-là devenaient moins nombreux. Et les bons jours, qui devenaient plus fréquents, elle était très elle-même. Ce mercredi matin-là, Fanta a levé les yeux de sa chaise sous la bâche et a dit « Où sont mes ciseaux de couture ? Les grands. La bonne paire. » Awa les a trouvés au fond du placard de la cuisine, enveloppés dans un vieux morceau de wax, comme Fanta les enveloppait toujours. Lourds, en bon acier, toujours tranchants. Elle les a sortis et les a mis dans les mains de sa mère. Fanta les a retournés lentement. Elle les a ouverts, fermés, ouverts à nouveau et a écouté le son. Elle a tenu la lame vers la lumière du matin. « J'avais une cliente, a-t-elle dit, juste avant que tout change. Une mariée. Une robe très belle. Elle m'a laissé le tissu. Elle n'est jamais revenue le chercher. Je me souviens d'elle, a dit Awa. Celle avec le motif perlé sur le buste. Oui. Fanta a fermé les ciseaux et les a posés sur ses genoux. Peut-être que je recommencerai, a-t-elle dit. Quelque chose de petit d'abord. Une seule blouse, pour voir si mes mains se souviennent encore. Tes mains savent, a dit Awa. Elles n'ont jamais oublié. Fanta a regardé sa fille un moment. Puis elle a regardé le manguier. Tu repars, a-t-elle dit. Awa savait que cette question viendrait. Elle avait tourné sa réponse dans sa tête pendant des jours, l'examinant sous tous les angles. Mais assise dans la lumière du matin de la concession retrouvée, regardant sa mère tenir à nouveau ses propres ciseaux, elle a trouvé que la réponse était toute prête. Je dois repartir un peu de temps, a-t-elle dit. Quelques mois pour finir ce que j'ai laissé, pour régler mes affaires correctement. Et après ? Je reviens pour de bon. Pas une visite. Je vais organiser les choses pour pouvoir être ici et travailler aussi. Mais je ne serai plus à 9000 km pendant que tu es ici. Cette partie est terminée. Fanta a hoché la tête lentement, comme si c'était quelque chose qu'elle avait toujours su qu'on dirait un jour, et qu'elle avait simplement attendu ce moment. Quand tu partiras, a-t-elle dit, ramène-moi cette lotion. Celle américaine, le flacon bleu. Elle est très bonne pour les mains quand on travaille longtemps avec des ciseaux. Awa a ri, une seule fois, mais c'était un rire vrai. 2 flacons, a-t-elle dit. Elles sont restées assises ensemble tandis que la matinée avançait et que le manguier gardait sa forme contre le nouveau ciel. La concession n'était plus la même qu'avant. Elle ne serait plus jamais la même. Mais elle était à nouveau vivante. Elle était tenue par quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle valait. Dans quelques jours, Fatoumata Diarra finaliserait les documents légaux qui donneraient à Fanta Traoré la sécurité dans sa maison pour le reste de sa vie. Oncle Amadou commencerait à rembourser ce qu'il avait pris. Pas tout d'un coup, pas rapidement, mais selon un arrangement légal contraignant. Bakary Traoré affronterait des choses qu'il avait passé des années à éviter. Certaines de ces choses atteindraient les gens parmi lesquels il s'asseyait à l'église. Certaines, il trouverait des moyens de minimiser, car les hommes comme Bakary Traoré sont très doués pour minimiser. Mais la concession de la rue Bamako appartiendrait à Fanta. Le manguier resterait. Awa a tendu la main et a recouvert celle de sa mère de la sienne. La main qui tenait les ciseaux. La main rugueuse. La main qui sentait l'huile de consécration et la craie de couture et toutes les années à continuer quand il n'y avait plus de bonnes raisons de continuer. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps, maman, a-t-elle dit.
Fanta s'est tournée et a regardé sa fille dans la lumière du matin. La brume s'était dissipée. Ce qu'il y avait dans ses yeux maintenant était quelque chose d'ancien, de clair et de complètement elle-même. Les yeux d'une femme qui avait survécu à une très longue nuit et qui savait exactement quel visage elle regardait. « Tu es là maintenant ?» a dit Fanta. Elle a ouvert ses ciseaux. Et elle a commencé à couper.